bienvenue à cette réunion sur le thème de la décroissance. Moins de biens crée plus de liens. Le système capitaliste actuel est en fin de course, il s'épuise tout en épuisant la planète avec ses ressources énergétiques. Il y a la faim dans le monde alors qu'on est dans une course effrénée dans la productivité, voilà, et la croissance. Nos politiques ne font pas autre chose que de plaider pour la croissance. Les gens qui plaident pour la décroissance, ben, au début on les considérait un peu comme marginaux, comme bizarres, et pas du tout dans le discours dominant, bien sûr, originaux, c'est des originaux. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'adeptes de la décroissance, parce qu'on se rend compte qu'on est en crise, en crise non seulement financière, mais aussi il y a des catastrophes naturelles qui s'accélèrent. Il y a les tsunamis, il y a la faim dans le monde, il y a l'épuisement des ressources. Tout cela fait un nœud de problèmes qui ne semblent pas solubles, en tout cas par les recettes de croissance et de PIB, les indicateurs classiques qui ne prennent pas du tout en compte le bien-être, par exemple, le bonheur de vivre, le bien-être. Ce n'est pas pris en compte. Ni l'écologie, d'ailleurs. Pour une vie, un changement de mode de vie, ben ce sont les défenseurs de la décroissance qui plaident pour cela. Et ce livre, qui est coécrit avec Denis Baillon, Fabrice Flippo qui est là et François Schneider, pose 10 questions pour comprendre et débattre. Et je trouve que ces questions, ce sont des questions que tout le monde se pose. Les jeunes se posent la question, les jeunes et les moins jeunes se posent la question, dans quel monde allons-nous vivre ? Qu'est-ce que nous allons devenir? Parce qu'on est en crise, c'est évident. Ben, merci de m'avoir invité. Et bon, juste pour compléter la présentation, donc je suis enseignant-chercheur dans l'Institut Mines Télécom sur le campus d'Evry. Donc on forme des ingénieurs et des managers de la société de l'information, comme on dit, dans le slogan. D'accord. Ah, j'ai oublié encore un détail qui n'est pas le moindre, il est docteur en philosophie. Donc une vue qui cherche toujours du sens. Bon, si on regarde le terme décroissance, il apparaît déjà un petit peu dans les années 70, quand il y a la première poussée écologiste, la première période de remise en cause de la croissance, avec notamment ce fameux rapport du Club de Rome, dont vous avez peut-être entendu parler, publié en 1972, au moment du grand sommet sur l'environnement humain à Stockholm. Et ce rapport a l'originalité d'être fondé sur un modèle mathématique qui essaye de simuler comment sera l'avenir en fonction d'un certain nombre de variables, notamment population, ressources, pollution, ressources matérielles, minerais et niveau économique. Bon, c'est un modèle assez grossier, mais par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais quand on le relie aujourd'hui avec 4 décennies de recul, en fait, il est quand même pas mauvais. Et notamment, il prévoit, entre guillemets, il estime que le scénario le plus probable, c'est qu'il y a un pic de pétrole autour de 2005, ou en fait, il a eu lieu en 2006. Donc, vous voyez, c'est pas mal. Pour un modèle grossier, c'est quand même pas mal. Bon, donc le message que fait passer ce rapport, qui est critiqué par tout le monde à l'époque, pour plein de raisons différentes, c'est que la politique de croissance et la politique de jusqu'ici on a consommé plus et donc demain on consommera plus, cette idée-là doit être mise en cause et on doit penser différemment. Alors bon, il y a toute cette période où si on n'utilise pas le terme décroissance, c'est tout comme, et puis ensuite ça retombe un peu, c'est la fin des années 70, les années 80, c'est les années de libéralisation économique, Reagan, Thatcher. Donc c'est un peu un contre-cycle, c'est plutôt priorité à la croissance. On ne parle plus tellement de problèmes de ressources, de problèmes écologiques, jusqu'aux années 90 où, à nouveau en France, on recommence à en parler, notamment à cause du sommet de la Terre à Rio, cette fois en 92.
Les écolos font des super scores à cette époque-là aux élections. Et puis ça retombe encore. Dans les années 90, il y a la crise asiatique, 97. Et puis les Verts s'institutionnalisent. 84, création des Verts. Donc l'écologie bouillonnante des années 70 s'institutionnalise petit à petit. Et puis disparaît du paysage la critique écolo radicale. Et donc il y a un certain nombre de gens au début des années 2000 qui se disent il faut reprendre un peu cette critique des années 70 qui n'était pas l'écologie institutionnelle et qui cherchait à déranger au maximum le consensus établi. Et donc tout part d'un numéro de la revue Silence. Si vous êtes un peu branché sur les milieux écolos, vous connaissez la revue Silence. C'est une petite revue très militante qui fait un numéro spécial sur les décroissances, dirigé par un ancien responsable de la publicité qui est passé à l'ennemi et qui a fondé l'association Casseurs de Pub et qui fait du pastiche de publicité pour dénoncer l'idéologie publicitaire. Donc vous voyez, il a complètement changé d'orientation. Et donc c'est lui qui dirige ce numéro-là. Et ce numéro se vend très bien, fait un carton. Donc il y avait une demande qui correspondait pour un discours un peu plus... pour un mot d'ordre, pour quelque chose qui dérange un petit peu le vocabulaire du développement durable, parce qu'en 2002, c'est aussi le sommet sur le développement durable à Johannesburg, qui se finit par une espèce de texte consensuel qui ne veut plus rien dire. Donc du coup, le développement durable, il y a un certain nombre de gens qui commencent à en avoir un petit peu marre de ce vocabulaire qui ne veut plus rien dire. Alors, les 5 racines, les 5 raisons pour lesquelles on peut se dire pour la décroissance, ou s'intéresser à la décroissance, la première raison, j'en ai parlé un tout petit peu déjà, c'est la raison écologique. Et si vous regardez tout simplement la corrélation entre PIB, donc croissance de la valeur ajoutée, le PIB, ça ajoute toutes les valeurs ajoutées. Chaque fois qu'il y a un échange économique, il y a un échange monétaire, et si cet échange a lieu, c'est parce que les deux personnes qui font cet échange se trouvent plus riches, toutes les deux, à la fin qu'au début. On voit que, par exemple, il y a une corrélation très étroite entre la hausse du PIB et l'empreinte écologique. L'emprise que nous avons sur la planète, sur les écosystèmes. Ce qui intéresse l'écologiste, c'est les écosystèmes. C'est l'emprise humaine sur les écosystèmes, la perturbation, l'urbanisation. Pour vous donner une idée, l'emprise sur les sols, donc tout ça, ça bouffe des sols agricoles, évidemment, il faut les prendre quelque part, les sols. En général, c'est du sol agricole. Il y a aussi la standardisation dans le vivant. Donc, pour produire plus, on va réduire la diversité génétique, donc standardiser, avoir quelques variétés de blé là où on en avait des centaines, donc un appauvrissement génétique. La standardisation permet la mécanisation et donc permet d'ajouter de la valeur économique, même si ça détruit de la valeur écologique. Donc du coup, si on veut augmenter la valeur écologique, d'une certaine manière, il faut diminuer la valeur économique. Vous en êtes aperçu vous-même, quand vous achetez bio, c'est plus cher que quand vous achetez industriel. Il y a une raison, c'est plus cher parce que c'est moins mécanisé, c'est moins standardisé, il y a plus de travail. Il y a tout un tas de choses qui expliquent que c'est plus cher, c'est normal. Alors il y a une autre raison aussi qui est que la planète, l'empreinte écologique montre bien ça. L'empreinte écologique, c'est une surface. Donc si on regarde par exemple l'empreinte écologique de Paris, c'est 300 fois la surface de Paris. Donc ça veut dire que Paris, pour vivre, a besoin d'être alimenté par 300 fois la superficie de Paris. Alors la surface, par exemple en bois, pour stocker ses émissions de gaz à effet de serre, en surface agricole pour manger, surface maritime pour la pêche, et ainsi de suite. Vous voyez, tout ça, c'est des surfaces. Toutes les ressources renouvelables, finalement, peuvent être amenées à des surfaces. Donc du coup, ça pose un problème de généralisabilité du mode de vie à l'échelle planétaire, et donc un problème aussi d'inégalité. L'empreinte écologique montre très nettement qu'il y a une exploitation des pays riches par les pays pauvres au niveau de la biocapacité. La deuxième raison, elle est aussi très solide. Elle est de dire, donc c'est une raison qu'on a appelée économique, qui est de dire que la décroissance, on est dedans. De toute façon, qu'on le veuille ou pas. Qu'est-ce qui fait que le PIB s'ajoute, que le PIB monte et que la valeur s'ajoute? C'est certes l'organisation, bien sûr c'est l'organisation, mais c'est surtout la technologie. C'est surtout la technologie qui permet d'augmenter les rendements et donc de produire plus avec moins de temps. C'est ça qui permet d'avoir toujours plus de produits en tout genre. Et la révolution de la société de l'information s'inscrit parfaitement dans cette logique-là.
puisqu'il s'agit toujours de reproduire de l'information à un coût toujours plus bas, donc d'en produire plus pour la même quantité d'argent, de faire circuler l'information plus vite, donc c'est toujours plus vite, plus loin, pour moins cher. C'est la même chose que ce qu'il y avait avant. L'objectif, toujours produire plus, toujours. Or là, on a un petit problème parce que ce qui permet de produire plus, donc c'est la mécanisation, et la mécanisation repose en grande partie sur le pétrole. Le pétrole, c'est l'énergie parfaite, hein, au sens où c'est la moins chère, c'est celle qui est facilement transportable, c'est celle qui, sous un faible volume, contient le plus d'énergie. Elle est très facile à utiliser, contrairement au nucléaire, où il faut une énorme machine pour utiliser de l'uranium. Or, du pétrole, il n'y en a plus, enfin, c'est pas qu'il n'y en a plus, mais enfin, nous avons passé le pic de pétrole conventionnel, c'était en 2006, c'est-à-dire que nous avons passé le point le plus haut, hein, le maximum de production annuelle de pétrole. Maintenant, enfin, jusqu'ici, plus on cherchait de pétrole, plus on en trouvait, et maintenant, plus on va chercher, moins on va trouver. D'un point de vue économique, la croissance, c'est sans doute fini. Puis quand on regarde statistiquement au cours des 50 dernières années, vous pouvez faire les moyennes par décennie, hein, chaque décennie, la croissance moyenne est un petit peu plus faible. On ne sait rien faire autrement qu'avec plus de moyens. Or, la décroissance, c'est moins de moyens. Et en quoi moins de moyens, c'est mieux? C'est toute la question est là. Troisième raison, c'est donc la touche, comme il a été dit, sur la question anthropologique. Là, j'ai commencé à grignoter dessus. L'économie et la valeur ajoutée, c'est un mode d'être. C'est-à-dire que nous sommes tous dans l'optimisation, le gain de temps. On a une manière de penser le temps avec des petits compartiments, de telle manière à optimiser la production de tout ce qu'on fait, qui est une façon... C'est tellement naturel qu'on s'en rend même plus compte, quelque part. Hein. On est tellement productiviste sans le savoir qu'on s'en aperçoit plus. On s'en aperçoit très bien. Par contre, quand on va dans une autre culture, on dit, mais c'est fou, ces gens-là, ils ont du temps. Donc là, dans ce courant-là, on va s'intéresser aux croyances fondamentales de la société de croissance dans laquelle on est, aux représentations. Et on va s'apercevoir que, comme je disais un tout petit peu avant, tout repose sur cette idée que le développement, c'est la croissance. Alors le problème, c'est où ça s'arrête, ça. Et ça, le développement n'a pas prévu de terme. Le développement, c'est comment faire décoller la croissance, puis après, la croissance continue. Voilà. C'est jamais trop poser la question de savoir s'il fallait que ça s'arrête et quand. On a une manière d'appréhender les questions qui est fondée sur la société de croissance, et donc, à chaque problème qu'on voit, on va l'envisager de cette manière-là. Même sans vraiment y faire attention, parce que comme c'est un problème culturel, hein, rien n'est plus naturel que la culture. C'est nos évidences partagées, quelque part. Donc c'est pour ça qu'il y a une dimension anthropologique. C'est notre définition de l'homme qui est mise à mal. Quatrième source, c'est la question de la démocratie. Alors ici, pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à la décroissance? Parce que la croissance crée des inégalités. Alors pour tout un tas de raisons, hein, qui ne sont peut-être pas toujours très intuitives. Ici, il y a un grand à mon avis, penseur fondamental qui s'appelle Ivan Illich, qui explique que la croissance, donc c'est toujours plus de moyens, mais ce qu'on oublie, c'est que toujours plus de moyens interagissent avec les fins. On a l'impression que toujours plus de moyens, c'est toujours plus de moyens pour toujours plus de fins. Parce qu'on a une grande somme de moyens, donc plus on a de moyens, plus on peut poursuivre de fins différentes. En réalité, non, parce que les moyens interagissent avec les fins. Les moyens conditionnent les fins. Je vous donne un exemple. Si tout le monde avait une voiture à Paris, plus personne ne pourrait avancer. Il faudrait mettre les voitures, les empiler sur 3 couches dans les rues, et encore, je ne suis même pas sûr qu'on arriverait à avoir une voiture par personne. Alors, il y a un autre exemple aussi qui peut être pris sur l'école. Alors, Illich a aussi expliqué que l'augmentation des moyens pour l'école, donc l'augmentation toujours plus de diplômés, toujours plus de diplômes toujours plus élevés, en fait, produit une dévaluation de la connaissance collective. C'est-à-dire que l'école devient, au début c'est un moyen pour que tout le monde soit plus intelligent, et puis à la fin, l'école, ça devient au contraire l'institution qui certifie les gens qui sont intelligents. Ceux qui ont le diplôme, c'est ceux qui sont intelligents, puis tous les autres sont bêtes. Donc ce qui fait que la société ne se trouve pas plus intelligente avec plus de moyens alloués à l'école, elle se trouve moins intelligente parce qu'il y a plus d'inégalités. Vous voyez ? Alors la critique de la croissance ici, au nom de la démocratie, c'est que la croissance sert justement ces inégalités. Toujours plus de moyens engendre toujours plus d'inégalités. La question de la démocratie, elle se manifeste, vous voyez, fortement, y compris la démocratie économique.
les inégalités, le fait de ne pas avoir de choix là où on croit qu'on a le choix. Ça explique aussi pourquoi Casseurs de pub et tous les gens qui ont fondé cette idée, ils s'en prennent principalement aux médias. On a l'impression que comme ça c'est un détail. Non, c'est pas un détail du tout. Ils s'en prennent à la pub et aux médias parce que la pub et les médias sont beaucoup plus nocifs que ce que personne croit à la pub. C'est normal. Mais c'est beaucoup plus. L'effet n'est pas direct. Tout le monde pense, ouais, moi la pub ça ne me touche pas. Sauf que les marketeurs ils disent oui, non mais on le sait. Ce qu'on regarde, c'est que statistiquement, il y a toujours le fait de communiquer va faire qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'y avaient pas pensé, qui vont y penser. À l'intérieur de ces personnes qui y ont pensé, il y a un certain nombre de personnes qui vont dire tiens, je vais acheter ça plutôt que ça. Et donc, on oriente statistiquement un certain nombre de gens qui vont finir par faire un achat qu'ils n'auraient pas fait autrement, même s'ils n'y croient pas. Et la cinquième source, c'est Pierre Rabhi, donc c'est le courant, on pourrait dire, spirituel. Parce que nos besoins, nous ne sommes pas des êtres pour qui les besoins sont évidents. Vous avez compris que tous les exemples que j'ai donnés, nous ne savons pas exactement de quoi nous avons besoin. Et la détermination de nos besoins est une œuvre collective qui est soigneusement scrutée par tout un tas de marketeurs, auquel il est quand même difficile de résister. Et donc du coup, ça demande une vraie démarche, quelque part, de se réapproprier ses besoins. Le mouvement des colibris tourne en gros autour de ces questions. Autour de comment est-ce qu'on peut se réapproprier ses besoins, par quelle technique on peut arriver à tenir, parce que on s'aperçoit vite que les besoins sont œuvres collectives, et donc si on a des besoins un peu d'original, on est vite un peu stigmatisé. Ah, il n'a pas de téléphone portable, ah, il y a ceci, il marche avec des sandales, ou des trucs comme ça. Bon, vous voyez, c'est là qu'on voit que c'est collectif, et c'est là qu'on voit que c'est pas si facile que ça de changer. Et donc du coup, souvent, quand on change les besoins, on le fait collectivement. On se rapproche de groupes qui marchent en sandales. Alors ça fait vite un peu sec de temps en temps, mais c'est normal. C'est normal, parce que le changement culturel est un changement collectif, et ce changement collectif se fait par scission, quelque part. Contrairement à ce que raconte la mythologie du marché, où chacun peut choisir comme il veut, non, c'est pas comme ça que ça se produit. Ça se produit par changement de référentiel, changement de normes, et quelque part, le changement de normes, c'est un peu touché, dès qu'on touche à la culture, on touche aussi parfois à des choses un peu sacrées, donc à des normes qu'on se donne, des trucs un peu rigides, quoi, quelque part. Parce que la culture, notre manière de vivre, elle est basée souvent sur des règles qu'on se donne. Donc cette démarche-là, le courant spirituel, il s'intéresse à la décroissance parce que nous avons une manière de construire nos normes qui est fondée sur le toujours plus. C'est toujours plus de diplômes, toujours plus de voitures qui vont toujours plus vite, avec une maison toujours plus grande, toujours plus de piscines, toujours plus et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toujours plus de voyages, toujours plus loin. Alors que dans ce courant-là, on va se dire, oui, mais qu'est-ce que je veux vraiment finalement ? C'est quoi la vraie richesse? C'est quoi qui me fait vraiment plaisir? Vraiment. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est pas ce qui nous fait plaisir. On le fait parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, il faut quand même aller voir le dernier film et tout, même s'il est chiant. Et on ne fait pas vraiment ce qui nous fait plaisir. On n'ose pas, si vous voulez, suivre ce qu'on veut vraiment. Je suis un objecteur de croissance convaincu. Un de ces intellos dont Fabrice parlait, qui gravite autour de la revue Entropia. Le dernier rapport du Club de Rome a des prévisions démographiques extrêmement pessimistes, puisque échéance, il ne voit plus qu'1 milliard d'habitants. Et la question démographique à laquelle vous avez fait allusion, Carmen Malthus, se pose. C'est-à-dire, si l'on va vers 9 milliards d'habitants sur la planète, il est difficile de décroître. Donc, je ne suis pas au courant de l'état actuel du débat sur cette question-là. Je voudrais savoir où en est le débat sur la question démographique. Malthus, en plus, c'est un type qui est quand même pas sympa. Parce que Malthus, il dit pas... Malthus, il dit pas... il faut un peu de contraception parce que trop d'enfants fait aussi, c'est un grand problème dans le tiers-monde, c'était la réduction de la surface de terre par héritier. À la fin, on arrive à des surfaces de terre qui ne peuvent plus nourrir les gens, tout simplement, parce que par division de l'héritage, lui, c'est pas ça qu'il disait, c'est pas ça qu'il s'inquiétait, si est-ce que les gens vont arriver à vivre, machin, tout ça. Non, lui, il disait,
de toute manière, alors, il ne discutait pas du tout des inégalités. Il disait simplement, la population augmente plus vite que la production de ressources, donc il y en a qui vont crever. Voilà, c'est tout. Par la faim, la maladie et la guerre. Voilà, c'était son régulateur. Et ça, aujourd'hui, je pense que quand on regarde les gens qui ont parlé sur la démographie dans les 70 jusqu'à maintenant, personne ne soutient ça. N'empêche que dès qu'on dit Malthus, tout le monde y pense. Donc c'est la grande difficulté. Alors après, il faut se justifier. Mais non, je ne suis pas comme Malthus. Et on ne parle plus du débat sur la natalité, on parle du débat sur Malthus. Donc, à mon avis, c'est pour ça que les gens ne s'y risquent pas trop, parce qu'il est impossible d'avoir un débat sur la question. La deuxième partie, c'est la Terre peut-elle nourrir combien de personnes? Bon, la réponse, moi je dirais, de ce que je connais, si on est en agroécologie et qu'on est végétarien, le calcul donne à peu près 20 milliards de personnes. Donc on est assez loin des limites. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire de l'agroécologie, il ne faut pas faire de l'agriculture industrielle. Si on fait de l'agriculture industrielle, c'est sûr qu'on ne va pas nourrir les gens. Pourquoi? Parce que l'agriculture industrielle, pour vous donner, il y a une étude qui a mesuré le rendement en agroécologie ou bio ou assimilé, toute cette famille-là, le rendement à l'hectare sur 300 exploitations, quelque chose comme ça, versus, dans le monde entier, hein, versus le rendement conventionnel en mécanique industrielle. On se dit, bah ouais, c'est sûr que c'est l'industriel qui gagne. Bah oui, en quinto à l'hectare, c'est l'industriel qui gagne. Mais si on compte aux calories à l'hectare, on s'aperçoit que la bio, elle est au minimum à 90% du rendement industriel. Au minimum à 90%. Et dans les pays en développement, elle est à 300-400%. Pourquoi? Ben parce que, je caricature un peu, mais l'agriculture industrielle, qu'est-ce qu'elle vend? Elle vend de l'eau. Voilà pourquoi il y en a plus. Et de la flotte. Hein, les pruneaux d'Agen m'ont raconté cette histoire-là une fois. Qu'ils avaient réussi à doubler la taille des pruneaux à Agen. Mais comme tout le monde sait, les pruneaux d'Agen sont séchés. Bah, séchés, ils étaient aussi gros. Il y a plusieurs études qui sont sorties ces derniers temps, dont une de la FAO, hein, de l'organisme de l'ONU pour l'alimentation, et qui dit que 9-10 milliards en agroécologie, c'est tout à fait possible. Donc je ne crois pas que le problème soit là. Le problème principal, il est bien sûr qu'il faut avoir une politique de natalité faible, surtout dans les pays riches. Il faut être d'autant plus faible qu'on est riche. Bah oui, parce qu'un riche qui naît coûte beaucoup plus cher à la planète qu'un pauvre, tout simplement. Bah oui, voilà. Le changement, c'est toujours produit par des minorités. Il n'y a jamais eu de changement autrement. Il n'y a jamais eu de changement par les majorités. Les majorités sont des artifices. Elles n'existent pas, les majorités. Les majorités, c'est la moyenne statistique de l'opinion des gens. Donc c'est un effet statistique, une majorité. Ça n'a pas de réalité. Ce qui existe, c'est des minorités. Et les minorités font changer dans un sens ou dans un autre. La question, c'est quel est le sens dans lequel il faut changer. Pourquoi vous opposez mouvement et ouverture du débat autour de la décroissance? Parce que justement, le changement est souvent amené par des mouvements. Qu'est-ce qu'on appelle mouvement? Un bon programme reprend des mesures qui répondent à un problème qui se répète pour plein de gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le même problème pour des millions de personnes. Ça, vous le mettez dans un programme politique, c'est un super programme politique parce que ça parle à tout le monde tout de suite. Le problème, c'est que sur les questions dont je viens de parler, ben, il n'y a pas ce phénomène de sérialité encore, hein, Sartre, toujours. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes différents. Et donc, du coup, tirer un programme politique de beaucoup de problèmes différents est difficile. Pour y arriver, il faut d'abord qu'il y ait un travail d'intelligence de la société sur elle-même. Et le politique vient à la fin. Comment être décroissant, en fait, sans se marginaliser et puis sans se désociabiliser, en fait. Aujourd'hui, quoi. Tout à fait, oui, c'est une bonne question. Sans frigo, sans portable, sans voiture. C'est là aussi qu'un programme ne marcherait pas, on le voit tout de suite, c'est qu'il faudrait standardiser ce qu'est la décroissance. Aujourd'hui, c'est pas assez mûr pour standardiser. Effectivement, le décroissant à fond, il va effectivement enlever tout ce qui consomme de l'énergie, il va regarder sa facture d'électricité, s'il peut couper l'électricité, il sera content. Bon, maintenant, est-ce que c'est une manière de faire de la décroissance? Je ne dis pas que c'est la manière, il y en a d'autres. Il y a plein de manières de faire de la décroissance. Parce que le comportement de la personne isolée qui va couper son électricité et tout, c'est pas ça qui va changer le monde. Et celui qui s'investit dans les associations, c'est pas ça non plus. Ce qui va changer le monde, c'est la somme de tous ces petits trucs-là. Donc chacun est utile, mais aucun ne suffit. Alors si celui qui veut réduire et tout, il se sent bien comme ça lui fait plaisir, bah faut qu'il le fasse.
Si celui qui préfère faire de l'associatif, il faut qu'il le fasse aussi. Le tout en ne perdant pas de vue les objectifs qui sont collectifs, où effectivement il faut quand même baisser sa consommation d'électricité. Hein, si on commence à augmenter démesurément, là il n'y a pas de cohérence. Donc il y a bien une cohérence d'ensemble. Par contre, ça se traduit dans une diversité de comportements individuels qui ne peut pas être réduit à un schéma standard. Il faut toujours penser le changement où il faut se faire plaisir, mais en même temps il faut penser qu'en se faisant plaisir, on vise bien un changement collectif. Donc ce changement collectif, il se fait avec les autres, et pas contre les autres. Quand vous prenez la Chine par rapport à la France, ouais. Combien de Chinois, même s'il y a 10 Chinois qui consomment moins que nous, ils consomment plus qu'un Français? Oui. Alors, d'ailleurs, c'est ce que disent les Américains. Ils disent aux Chinois, bon, c'est vrai que les Américains émettent beaucoup de gaz à effet de serre, mais regardez, le premier pollueur mondial, c'est quand même la Chine. Même si le Chinois moyen, il émet 10 fois moins que l'Américain moyen par habitant, c'est vrai que comme ils sont très nombreux, ça finit par faire plus, ou 5 fois moins, ça finit quand même par faire plus. Bon. Pour mes recherches, j'ai passé un an en Inde, justement un peu sur cette question-là, plus ou moins. Bon. Tout ce dont on parle là, comment est-ce qu'il se représente J'avais quand même une petite idée, j'ai un peu voyagé déjà, mais là, j'ai un peu plus de documentation. Alors, il faut voir déjà qu'un pays en développement ça a l'air tout bête, mais en développement, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment développé. N'étant pas développé, il n'est pas anthropologiquement complètement pris dans la croissance. Et il ne faudrait pas croire qu'ils adhèrent d'emblée au modèle de croissance en disant « Ah, c'est génial, il faut qu'on y aille tous ». Non, c'est un vrai débat dans ces pays-là de savoir s'il faut suivre ce modèle-là ou pas. Parce qu'ils ont tout un tas de raisons culturelles de s'y opposer. Des bonnes et des mauvaises, d'ailleurs. Hein. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises. Et donc ce qu'on peut voir, par exemple en Inde, c'est que sur la question écologique en particulier, il y a une conscience écologique qui est à peu près la même que la nôtre. La négociation de Copenhague, j'étais en 2009, la négociation de Copenhague, elle a été, je pense, mieux couverte médiatiquement en Inde qu'en France. Et qu'ils savent tout ça maintenant. Ils savent que le mode de vie n'est pas généralisable, ils savent et tout et tout. Donc, ils font quelque chose. Et je pense que l'Inde a un budget énergie renouvelable supérieur à la France, toute proportion gardée. Ils sont en train de se dire qu'il faudrait peut-être penser différemment. Mais de là à penser différemment et faire différemment, il y a quand même une marge. Mais comme eux, ils sont bien moins avancés dans la révolution verte, ils ont une marge plus importante pour faire différemment aussi. C'est en train de changer au sens où ce qu'on entend par développement est en train d'être remis en cause un peu partout, en réalité. Et donc, l'American Way of Life ne fait plus... Ça continue de faire rêver beaucoup de gens, hein. Mais il y a des courants contraires qui sont quand même relativement forts. Alors en Inde, c'est les courants qu'on appelle néo-gandhiens, parce qu'il se trouve que Gandhi, tout ce que je viens de dire, il l'a déjà dit. L'Inde, c'est aussi là où il y a un état, l'état du Kerala, dans lequel il y a l'indicateur de développement humain très élevé, hein, taux d'alphabétisation 95%, y compris les femmes, espérance de vie 75 ans, avec un PIB inférieur à 1000 $ par habitant, ultra faible. Donc vous voyez, il y a tout un tas de trucs en fait dans le monde qui se passent, d'expérimentation. Hein. Alors, en Équateur, c'est le buen vivir. Les Amérindiens, ils sont en train de remonter à fond, hein, les courants amérindiens, et les Amérindiens, ils disent, nous, le développement, on n'en veut pas. L'extractivisme, on n'en veut pas. Exploiter le pétrole, on ne l'exploite plus. C'est les Amérindiens qui ont dit, on laisse le pétrole dessous. Nous, on a une autre voie, le buen vivir, le bien vivre. C'est pas le plus vivre, le bien vivre. C'est pas toujours plus. C'est vivre en harmonie avec la forêt, et ainsi de suite. Voilà, à mon avis, vers où on va, c'est pas trop, hein. Mais en tout cas, cette idée de toujours plus est quand même critiquée partout, et pas seulement chez nous, et parfois pour des raisons très anciennes, pas simplement pour les... C'est pas parce que les pays du Nord se disent, tiens, faudrait pas que vous... Hein, que vous donnez la leçon, encore une fois, faudrait pas vous développer comme nous, c'est pas pour ça que les gens changent, ils se rendent bien compte quand même que ça va pas.